Bonjour à tous, je vous propose qu'on commence. Il est 19 heures. Je suis Christophe Tournigan, oncologue médical à l'hôpital Henri Mondor. Et si on se retrouve aujourd'hui, c'est parce qu'on a le plaisir de lancer le mois de sensibilisation au cancer colorectal, qu'on appelle le Mars Bleu, qui est un mois où on fait vraiment un focus sur ce type de cancer, dont on verra tout à l'heure l'importance au travers de chiffres. C'est un mois important parce qu'on sait que grâce au dépistage, on arrive à sauver des vies. Et donc, c'est très important de participer à ce dépistage. Donc, comment on l'a organisé sur l'hôpital Henri Mondor, grâce à toute l'équipe du Centre de coordination de cancérologie et de Calypso et de la communication de l'hôpital Henri Mondor, c'est au travers de plusieurs webinaires que vous pourrez suivre avec un planning bien défini qui aborderont les différents sujets du dépistage, mais aussi du traitement des cancers du côlon et du rectum, avec des intervenants prestigieux qu'on vous invite à suivre. Vous pouvez retrouver le lien sur le site de l'hôpital Henri Mondor. Donc, je suis très heureux de commencer cette série de Mars Bleu 2022, qui se suivra également par 3 actions particulières sur l'hôpital Henri Mondor. D'une part, une journée avec des stands dans le hall de l'hôpital Henri Mondor le 15 mars, sur toute la journée. Et puis également des remises de tests disponibles les 18 mars et 28 mars au 4e étage sur la plateforme Calypso. Donc 18 mars et 28 mars pour des remises de tests de dépistage pour ceux qui le souhaitent. Voilà, donc on est très heureux de vous retrouver. Et sans plus tarder, je passerai la parole au professeur Sobhani, chef de service de gastro-entérologie. Merci Christophe. Irak Sobhani, en effet, je dirige le service de gastro-entérologie au CHU Henri Mondor. Je ne vais pas être long, je salue et je remercie les médecins responsables de structures de dépistage des cancers les plus fréquents sur l'Île-de-France. Mais avant de vous passer la parole, juste pour rappeler que le siècle qu'on vient de passer, ou tout au moins depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, qu'est-ce qu'on a gagné et ce qu'on a perdu en termes de santé? Ce qu'on a gagné, c'est la lutte contre les fléaux des maladies infectieuses, virales, bactériennes, grâce aux vaccinations, grâce aux antibiotiques. Et on a gagné une quarantaine d'années, en fait, de survie supplémentaire. Qu'est-ce qu'on a perdu? C'est de voir l'apparition des maladies émergentes. Ces maladies émergentes sont les maladies cardiovasculaires qui étaient la première cause de décès jusqu'en 2000, à peu près 4-5. Et depuis, ce sont les maladies cancéreuses. Les maladies émergentes, pourquoi émergentes? Parce qu'on voit l'incidence des cancers, beaucoup de cancers, et en particulier cancer du côlon, dont on va parler au cours de ce mois, le cancer du sein, le cancer du col, ce sont des maladies émergentes dont l'incidence augmente réellement. Pas uniquement parce qu'on survit plus, parce qu'on a gagné 40 années de vie, parce que notre environnement a changé. Je ne vais pas entrer dans la description de l'environnement. Par les médias, vous avez suffisamment d'informations sur le changement de l'environnement, mais également parce que notre comportement a changé. Nous vivons une époque, une civilisation de consommation et surconsommation, et nous aurons largement l'occasion de parler de notre comportement au cours de ces webinaires. Par conséquent, sur les cancers les plus fréquents, il y a des actions de dépistage, c'est-à-dire alors que les gens ne sont pas symptomatiques, n'ont pas de symptômes, on va aller rechercher l'apparition de ces cancers à un stade le plus précoce, car on sait que si ces cancers, le côlon, le sein, le col, sont détectés à un stade précoce, on va pouvoir guérir. Donc sans plus prendre le temps, je vous remercie, je vous passe la parole pour que vous nous parliez de ce que les autorités recommandent en termes de la politique de dépistage. Je vous remercie. Donc, je suis le Dr Gaëlle Avicera du Centre régional de coordination du dépistage de cancer et je vais vous présenter je vais vous parler du dépistage organisé du cancer colorectal et vous présenter quelques données chiffrées propres à notre département. Voici tout d'abord quelques données d'incidence du cancer. On ne voit pas la présentation. On va repartir sur... Donc, il y a peut-être un petit souci technique qu'on va essayer de résoudre rapidement, de façon à ce que vous puissiez avoir la présentation des diapos directement sur votre écran. Voilà.
C'est bon maintenant? C'est bon. Je reprends. Très bien. Voilà. Donc, je vais vous présenter, je vais vous parler du dépistage organisé du cancer colorectal avec quelques données chiffrées propres au département du Val-de-Marne. Voici tout d'abord quelques données d'incidence du cancer colorectal, qui est le 3e cancer le plus fréquent chez l'homme et le 2e le plus fréquent chez la femme, avec presque 45 000 nouveaux cas par an en France. L'âge médian au moment du diagnostic est entre 71 et 73 ans. La survie nette standardisée à 5 ans est à 63% et à 52% à 10 ans. C'est tout stade confondu. Il est à noter évidemment que plus le cancer est diagnostiqué à un stade tardif, donc métastatique, et plus ce taux de survie diminue. Comme on peut le voir, l'incidence est stable chez la femme et en légère baisse chez l'homme. Le taux de mortalité, quant à lui, est en baisse pour les deux sexes. Il existe des facteurs de risque modifiables qui ont été identifiés en lien avec les comportements et les habitudes de vie, telles qu'une alimentation faible en fibres et une consommation excessive en viande rouge, en charcuterie et en viande transformée. De même, l'alcool, le tabac, le surpoids, l'obésité et la sédentarité ont été identifiés comme étant associés à un surrisque de développer un cancer colorectal. Ces éléments peuvent être retrouvés dans un rapport du Centre international de recherche sur le cancer de 2018 qui s'intitule « Les cancers attribuables au mode de vie et à l'environnement en France métropolitaine ». Il existe également des facteurs de risque non modifiables de développer un cancer colorectal, et notamment l'âge, à savoir que 95% des cancers colorectaux se développent après l'âge de 50 ans, d'où l'intérêt de rentrer dans un programme de dépistage organisé à partir de cet âge-là. Parmi les facteurs de risque non modifiables, nous retrouvons également des antécédents familiaux de polypes, de cancers colorectaux chez des parents au 1er degré avant l'âge de 65 ans, ou chez plusieurs parents au 1er degré, quel que soit l'âge. Il existe également certaines maladies génétiques familiales, telles que le syndrome de Lynch ou la polypose adénomateuse familiale, qui représentent des antécédents familiaux à risque. Des antécédents personnels de gros polypes, d'adénome ou de cancer du côlon, d'acromégalie, qui est une maladie donc assez rare, et de maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, telles que la maladie de Crohn ou la rectocolite hémorragique, représentent également des facteurs de risque de développer un cancer colorectal. Pour ces personnes, aux antécédents familiaux et ou personnels, qui sont à risque élevé, voire très élevé, de développer un cancer colorectal, ces personnes ne relèvent pas du dépistage organisé, mais d'un suivi spécifique individuel, avec une consultation avec un gastro-entérologue et des coloscopies de dépistage et de surveillance dont la fréquence sera déterminée par le gastro-entérologue, voire une consultation d'oncogénétique dans certains contextes familiaux particuliers. En pratique, le dépistage organisé du cancer colorectal a été généralisé à tout le territoire français depuis 2008. Il s'adresse aux hommes et aux femmes âgés de 50 à 74 ans à risque moyen de développer un cancer colorectal, donc sans antécédents personnels et ou familiaux, comme nous l'avons vu, mais également sans symptomatologie, tels que saignement dans les selles, ce qu'on appelle des rectorragies, troubles digestifs ou douleurs abdominales inhabituelles, altération de l'état général et ou amaigrissement récent. Les personnes ayant bénéficié d'une coloscopie peuvent réintégrer le dépistage organisé 5 ans après celle-ci. De la même manière, les personnes ayant eu un coloscanner associé ou non à une coloscopie incomplète peuvent réintégrer le dépistage organisé 2 ans après ces examens. Le dépistage donc, consiste à la recherche de sang dans les selles par un test immunologique, ce qu'on appelle le FIT, Fecal Immunologic Test, qui a remplacé l'ancien test au Gaillac, l'ancienne Hémoculte, depuis 2015. Ce test est pris en charge à 100% par l'assurance maladie. En pratique, le Centre régional de coordination des dépistages de cancer, le CRCDC, envoie un courrier d'invitation tous les 2 ans. Ce courrier d'invitation que vous pouvez voir sur la droite comporte 2 étiquettes, une grande étiquette à coller sur la fiche d'identification et une petite étiquette à apposer sur le tube de prélèvement, comme on le verra un peu plus loin. Une première relance postale est envoyée à 4 à 5 mois de cette invitation et une seconde relance à 9 à 10 mois de cette invitation.
Cette seconde relance postale peut être accompagnée d'un test, d'un kit de dépistage, si l'assuré a participé à l'une des 3 campagnes précédentes. En termes de chiffres, 20 millions de personnes sont invitées en France tous les 2 ans, plus de 3 millions en Île-de-France, environ 350 000 assurés dans le Val-de-Marne. Alors, qui peut remettre le test à l'assuré? Un professionnel de santé, après avoir vérifié son éligibilité, le centre de dépistage des cancers, soit via la seconde relance, comme on l'a vu, si l'assuré a participé à l'une des 3 campagnes précédentes, ou sur demande de l'assuré, par téléphone ou par mail, après avoir vérifié son éligibilité par un petit questionnaire. Depuis le 1er mars 2022, donc depuis 2 jours, les assurés ont la possibilité de commander un kit de dépistage en ligne sur le site monkitdépistage-colorectal.fr, muni bien sûr d'une invitation, car il faut renseigner le numéro d'invitation qui figure dessus. Et courant semestre 2022, il est prévu que les pharmaciens participent également à ce dépistage en remettant des kits de dépistage aux assurés invités. Ceci rentre dans le cadre de la stratégie décennale de lutte contre les cancers 2021-2030, où il a été décidé d'élargir les modalités de remise de kits aux assurés. Les professionnels de santé, quant à eux, peuvent commander des kits de dépistage sur le site Amélie Pro ou sur demande auprès du centre de coordination de dépistage des cancers de son département. Le test de dépistage. Il s'agit d'un test recourant à des anticorps spécifiques de l'hémoglobine humaine, donc recherchant du sang dans les selles, qui se fait sur un seul prélèvement de selles, contrairement à l'ancienne hémoculte, qui demandait 3 prélèvements de selles. Le seuil de positivité a été établi à 30 microgrammes d'hémoglobine par selle. La sensibilité est bonne, est à 70%, alors qu'elle était à 50% pour l'ancienne hémoculte, ce qui lui confère un bon niveau de détection. Donc, le nouveau test immunologique permet de détecter 2 fois plus de cancers colorectaux que l'ancienne hémoculte. La spécificité est également bonne. Il existe, comme pour tout test de dépistage, quelques faux négatifs et quelques faux positifs. Et le taux de positivité est à 4%, c'est-à-dire que sur 100 tests réalisés, 4 reviendront positifs. Voici de quelle manière se présente le kit de dépistage. Donc, il est en 3 volets. Le premier volet comporte le mode d'emploi, avec toutes les explications sur la manière de réaliser le test. Le deuxième volet comporte le dispositif de recueil des selles, ainsi que la fiche d'identification que l'on peut voir sur la gauche, sur laquelle il faut impérativement renseigner la date de réalisation du test en haut. Il faut également y renseigner l'identité de l'assuré, donc soit en collant l'étiquette, la grande étiquette que l'on a vue sur l'invitation, mais ces champs peuvent également être remplis manuellement en l'absence d'invitation. Sur la partie du bas, les renseignements concernant le médecin traitant et le médecin ayant remis le kit de dépistage, si celui-ci est différent, doivent être renseignés. Le troisième volet comporte le tube de prélèvement sur lequel doit être impérativement annoter la date de réalisation du test qui conditionne l'analyse du test par le laboratoire. Alors, quels sont les rôles du professionnel de santé dans ce dépistage ? Tout d'abord, le professionnel de santé doit sensibiliser et informer sur l'intérêt de ce dépistage. Il peut remettre le kit de dépistage pour les personnes éligibles en expliquant le mode d'emploi et la manière de remplir la fiche d'identification. L'idée, c'est d'accompagner le patient dans cette démarche de prévention et de dépistage. Le patient réalise son test à domicile, le renvoie dans un sachet avec une enveloppe T retour qui est comprise dans le kit, est à poster au plus tard 24 heures après la réalisation du prélèvement, en évitant de le poster le samedi ou la veille d'un jour férié. Le laboratoire Serballiance analyse le prélèvement et transmet les résultats à l'assuré, au médecin renseigné sur la fiche d'identification et à la structure de gestion des dépistages. Quelle est la conduite à tenir selon les résultats ? Première possibilité, le test est négatif. Donc une nouvelle invitation sera envoyée à l'assuré 2 ans plus tard. Bien entendu, en cas d'apparition de troubles digestifs et ou de saignement dans les selles ou de rectorragie, le patient doit consulter sans délai. Il arrive parfois que le test ne puisse pas être analysé par le laboratoire.
Ceci pour plusieurs raisons. Les principales d'entre elles, c'est que le tube est périmé. Donc, il faut bien vérifier la date de péremption du test de dépistage avant de le réaliser. La seconde possibilité est l'absence de renseignement de date de prélèvement sur le tube ou alors un prélèvement datant de plus de 7 jours. Dans ce cas-là, un nouveau kit est envoyé au domicile de l'assuré par le fournisseur directement. Et en cas de test positif, le patient est orienté vers un gastro-entérologue pour réaliser une coloscopie. Alors, le guide européen pour l'assurance qualité du dépistage du cancer colorectal préconise de réaliser la coloscopie dans un délai de 31 jours après un résultat positif. Le délai constaté moyen dans le Val-de-Marne est d'environ 100 à 110 jours. Il en est de même à peu près dans les autres départements franciliens. Que retrouve-t-on à la coloscopie? Donc, dans 40 à 50% des cas, la coloscopie est normale. Dans 50 à 55% des cas, des polypes sont retrouvés qui peuvent être classés en polypes à bas risque ou en polypes à haut risque selon l'histologie de ces lésions. Les polypes les plus à haut risque sont les adénomes de taille supérieure ou égale à 1 cm, les adénomes festonnés dysplasiques et les dysplasies de haut grade. Donc, ils nécessiteront des contrôles, des surveillances avec des coloscopies plus ou moins rapprochées. Et un cancer peut être également détecté dans 3 à 5% des cas. Sur ce premier histogramme de gauche, nous pouvons observer les données de participation en 2019-2020 au dépistage organisé du cancer colorectal en Île-de-France et dans les 8 départements franciliens. Donc, comme on peut le voir dans les Val-de-Marne, en 2019-2020, ce taux de participation était à 26,9%. Donc, on était un peu au-dessus de la moyenne régionale qui était de 24,2%, un peu en dessous de la moyenne nationale qui était de 28,9%. Le Val-de-Marne se situe en 4e position sur les 8 départements franciliens. Sur l'histogramme de droite, cette fois-ci, on peut observer les taux de participation 2020-2021 dans le Val-de-Marne selon l'âge. Tout d'abord, ce qu'on remarque, c'est que le taux de participation a bien augmenté. Il est à 33,5% dans le Val-de-Marne versus 26,9% sur la campagne précédente. Ce qu'on observe également, c'est que ce taux de participation est le plus faible chez les 55-59 ans, puis augmente avec l'âge. Ce sont des données qu'on retrouve à chaque campagne. La tranche d'âge 55-59 ans est celle qui participe le moins. Par ailleurs, le taux de participation est plus élevé chez les femmes, donc 34,2% pour 2020-2021, par rapport aux hommes, 32,6%. C'est pareil, ce sont des données qu'on retrouve à chaque campagne et pour chaque région et chaque département. Et enfin, voici des courbes qui représentent l'évolution du taux de participation au dépistage organisé du cancer colorectal au niveau national sur la courbe bleue, au niveau régional sur la courbe orange et au niveau départemental sur la courbe grise. Donc, depuis le début de la campagne, on peut observer une augmentation de la participation à ce dépistage depuis l'introduction du test immunologique. Puis la courbe ensuite a eu tendance à stagner, voire à s'infléchir jusqu'en 2019-2020. Et donc dans le Val-de-Marne, on observe, comme je l'ai dit tout à l'heure, une augmentation de la participation à ce dépistage à 33,5%. Nous n'avons pas encore les données de Santé publique France sur les taux de participation nationaux et régionaux, mais la tendance sera certainement la même, une augmentation du taux de participation. Pour rappel, l'objectif européen minimal acceptable est de 45%. Donc on s'en approche lentement, mais sûrement. Je laisse la parole à Rachel Carole, qui va vous présenter des cartographies et les actions entreprises dans le Val-de-Marne dans le cadre de la sensibilisation à ce dépistage. Merci. Donc, oui, Rachel Carole, je suis chargée de prévention au CRCDC site du Val-de-Marne aussi. Et alors, ce que vous avez là, c'est 2 cartes. Celle de gauche représente des inégalités de participation par commune au dépistage du cancer colorectal. Et ce qu'on a représenté, c'est aussi les actions de terrain qu'on mène.
Donc, on essaie d'intervenir dans les communes qui sont sous-dépistées. Et on a mis cette carte en comparaison avec une autre carte qui, elle, représente la défavorisation sociale du Val-de-Marne aussi. Et ce n'est pas toujours le cas, mais on constate que très souvent, on a une association entre des quartiers qui participent moins et des quartiers qui sont défavorisés socialement. Donc, voilà, les actions de terrain s'adressent bien sûr à tout public, mais on se focalise beaucoup aussi sur les populations plus précaires. C'est passé à la dernière diapo. Alors, ça, c'est la partie, voilà, on fait beaucoup d'actions pour le grand public. Vous reconnaîtrez peut-être le hall d'Henri Mondor en bas à gauche. En bas à droite, vous avez ce qu'on appelle un colon tour. Donc là, c'est la possibilité de visiter un colon et de voir la formation de polypes à l'intérieur. On essaye de dédramatiser les choses par ces biais-là parce que voilà, c'est un cancer qu'on guérit très souvent quand on le trouve, quand il est encore à un stade peu avancé. Et les actions de terrain sont l'occasion de développer ces choses-là. Donc, les types d'actions peuvent être des stands d'information, ça peut être la sollicitation d'élus municipaux pour qu'ils soient impliqués dans les dépistages. Ça peut être la participation à des marches, des courses, des conférences, tout ce qui fait parler un peu de ce dépistage-là peut être utile. Et donc, les types d'actions qui ciblent le public vulnérable peuvent être par exemple des informations dans des résidences sociales. On envoie bien sûr les courriers d'invitation, mais il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas forcément lire, qui peuvent avoir des difficultés à remplir les étiquettes qui identifient le test. Donc on intervient à ce niveau-là. Aussi pour former des relais dans ces structures. On fait de l'information dans les centres socioculturels. Voilà, dans des associations d'aide alimentaire. Et si vous connaissez des associations qui pourraient être intéressées par ce genre d'informations, n'hésitez pas à en faire part. On est ouvert à tout type de partenariat. Et les partenariats avec les professionnels de santé sont aussi très importants, puisque là, c'est le premier moteur du dépistage. Donc, on peut faciliter les accès au site d'éligibilité, qui permet de consulter les dossiers des patients pour savoir s'ils peuvent participer à ce dépistage ou pas. On a des partenariats avec les médecines du travail, on communique envers les structures qui s'occupent de personnes en situation de handicap. On est aussi impliqué dans tout ce qui est contrats locaux de santé, partenariat avec les CPTS pour améliorer le côté institutionnel, les relations avec le côté institutionnel. Et puis, d'un côté plus pratique, on peut aussi participer à la livraison de tests de dépistage, voilà, pour tout médecin. Merci beaucoup. Peut-être, en attendant que les questions nous arrivent, quelque chose de très simple, c'est que vous avez bien insisté sur le fait que le cancer du côlon est un cancer fréquent. Vous avez insisté sur le fait que si on détectait précocement, on guérissait les malades, ou les gens qui sont malades sans le savoir, puisqu'ils n'ont pas de symptômes par définition. Et on va peut-être rappeler que l'examen le plus performant serait la coloscopie, parce que c'est l'examen qui permet de voir la lésion, mais on ne peut pas faire de coloscopie à tous les individus qui ont plus de 50 ans et qui n'ont pas de symptômes. D'où l'importance d'un test de présélection. En fait, si le test est positif, l'individu va faire une coloscopie auprès d'un gastro-entérologue. Maintenant, comment on peut faire pour que les gens participent davantage? Car partout dans le monde, on sait que s'il y a la moitié des gens qui acceptent de faire le test, par définition, ils n'iront pas jusqu'à la coloscopie.
Or, dans nos régions, c'est à peu près un tiers. Et vous, puisque vous êtes des professionnels sur le terrain, à quoi vous attribuez le plus ce défaut? Ça fait plus de 10 ans, en tous les cas, c'est moi qui avais lancé sur 94, il y a plus de 10 ans, en fait, cette campagne, mais avec beaucoup de malheur, en fait, de désappointement, je vois qu'on n'a pas décroché un tiers de participation. À quoi vous attribuez ce manque de participation en France? Les freins à la participation à ce dépistage sont assez nombreux. On a identifié des freins déjà au niveau des patients qui ont souvent peur de réaliser ce test parce qu'ils ont peur de la coloscopie qu'ils devront réaliser. C'est pas parce que c'est l'essai. C'est pas parce que c'est l'essai. C'est la deuxième, voilà, c'est la deuxième aussi, la deuxième raison. Il y a aussi une gêne à l'égard de la localisation déjà de ce dépistage, mais également à l'égard du type de test et de la manipulation de selles. Il y a également des facteurs d'inégalité sociale de santé, tels que une moindre participation à ce dépistage chez des personnes qui sont handicapées ou qui sont obèses. On a remarqué que ces personnes-là participaient d'autant moins que d'autres personnes de la population générale. Et il y a aussi tout simplement parfois une méconnaissance de ce dépistage. Le manque d'information. Moins connu. Le manque d'information. D'où l'importance de Mars Bleu. Tout à fait, l'importance de Mars Bleu pour communiquer. Effectivement, Octobre Rose est un peu plus connu que Mars Bleu. Clairement, on essaye de communiquer de plus en plus sur. Mais vous l'avez dit, les femmes participent plus aux actions de dépistage, y compris pour le côlon. Les femmes participent davantage. Oui, donc il n'y a pas que le caractère fécal en fait du test. Non, il n'y a pas que ça. Les femmes sont plus motivées sur la prévention. Peut-être parce qu'elles participent à un autre dépistage également. Et du côté des professionnels de santé, on a également identifié des freins. Un manque d'adhésion aussi à ce dépistage. Des professionnels de santé, des médecins. Médecins généralistes, par manque de temps, parfois, simplement par manque de temps pour certains médecins généralistes de parler de ce dépistage, parce que ça nécessite quand même de donner beaucoup d'informations sur le dépistage, sur l'intérêt du dépistage, sur le mode de réalisation du test, le mode de remplissage de la fiche. Donc ça nécessite un temps qui devrait peut-être nécessiter une consultation dédiée à la prévention, qui n'existe pas actuellement en médecine générale. Alors, il faut rembourser, c'est ça? Oui. D'accord. Alors, pour rebondir sur ce que vous disiez, est-ce que le fait, vous disiez que ça va être du coup accessible en pharmacie, en gros, qu'est-ce qu'il faudra si moi, je n'ai pas pu voir mon médecin traitant, etc., je vais dans une pharmacie, qu'est-ce que je dois montrer pour avoir le test? Comment ça se passe? Alors, juste pour redire les choses. Les modalités d'accès et de remise de tests par les pharmaciens ne sont pas encore très précises parce que c'est en cours de contractualisation avec la CNAM. Ce qu'on sait simplement, c'est qu'ils vont être habilités effectivement à remettre des tests, mais pour les patients munis d'une invitation. Donc il faut toujours avoir une invitation. A priori, oui. C'est ça, l'invitation qu'on reçoit à la maison. On pourra à terme l'avoir à la pharmacie, ou alors on peut déjà aussi, une fois qu'on a son invitation, aller sur le site internet, c'est ça? Voilà, tout à fait. Renseigner le numéro d'invitation et recevoir après avoir répondu à un petit questionnaire très simple pour vérifier l'éligibilité tout simplement, recevoir sous un délai de 15 jours le kit de dépistage à domicile. Mais peut-être pour aller au fond des choses, je vais exprès simplifier le langage, parce que l'éligibilité, ça fait très formaliste. En fait, tout le monde devrait le faire, le test, sauf ceux qui ont des symptômes qui devraient faire plus que le test. Le questionnaire ne vise que détecter des gens qui sont encore plus à risque, parce qu'ils ont du sang dans leur selle, parce qu'ils ont des douleurs abdominales, etc. Le but du questionnaire n'est pas de savoir s'ils doivent faire le dépistage. Le but du questionnaire, c'est de savoir s'ils font pas, il ne faut pas qu'ils fassent davantage, qu'on oriente vers leur médecin. Donc, a priori, et je me permets de corriger également un mot, un vocabulaire que j'utilise moi-même à tort et à travers, on ne les appellera pas patients. Ce sont des individus asymptomatiques, qui n'ont pas de symptômes. Donc, tout un chacun, au-delà de 50 ans, surtout ceux qui n'ont pas de symptômes, devraient faire le test. Alors, ceux qui ont des symptômes, et a fortiori ceux qui ont des cas familiaux, ils devraient aller faire plus que le test, c'est-à-dire aller voir leur médecin traitant, gastro-entérologue, pour relever de la coloscopie, parce que c'est l'examen ultime qu'il faut faire. Oui, c'est-à-dire que tout le monde, effectivement, tout assuré, est éligible à un dépistage. Après, le type de dépistage, effectivement, que ce soit le test immunologique ou la coloscopie, est à déterminer selon les antécédents personnels et ou familiaux et les symptômes, la symptomatologie. Donc, on peut rappeler à cette occasion qu'au cours de ce mois de Mars Bleu, il y aura deux possibilités, deux séances, que
tout citoyen puisse venir effectivement remplir un questionnaire et puis évaluer la pertinence pour… Et avoir le test. Et avoir le test. 18 et 28 mars. Tout à fait. Moi, j'avais à moins qu'il y ait des questions qui t'arrivent, j'avais une deuxième question, c'est que vous avez commencé par des facteurs incontournables, vous avez dit âge. Vous vous souvenez? Or, l'âge, 50 ans, c'est clair, on sait. Puis après, c'est passé un peu dans les oubliettes. Ça s'arrête où, quand? J'ai le souvenir d'un malade qui a 80 ans, qui joue au tennis et qui est en bonne santé, qui m'a dit, attendez, je recevais le test, et puis du jour au lendemain, ils ont arrêté. Et quand j'appelle, on me dit, non, vous avez plus de 75 ans, vous ne faites pas le test. Et qu'est-ce qui fait celui-là ou celle-là? Alors, le dépistage organisé, selon le cahier des charges, il y a un cahier des charges quand même qui est très précis sur les conditions de la réalisation de ce test. Pour l'instant, en tout cas en France, les critères d'âge sont assez stricts. Le test est indiqué chez les personnes âgées entre 50 et 74 ans. On a aussi beaucoup de personnes… Révolu, 74 ans révolu. On a aussi beaucoup de personnes de plus de 74 ans qui nous appellent. J'ai même eu la semaine dernière une dame de 91 ans qui m'a appelée en me disant « Et moi et pourquoi est-ce que je ne peux plus recevoir de kits et d'invitations ?» Et dans ces cas-là, nous, ces personnes-là, on n'a pas d'autre choix que de le réorienter vers leur médecin généraliste ou leur gastro-entérologue pour décider d'un mode de dépistage individuel plus spécifique. Tout à fait. Non, je pense que c'est très important de rappeler que ce n'est pas parce qu'on a plus de 75 ans que cela ne relève pas de dépistage, mais il se trouve qu'il fallait que les autorités définissent des bornes d'âge pour l'aspect très pratique des choses. Vous ne pouvez pas déroger à cela parce que vous avez une structure et vous avez un cahier de charges. Par contre, le citoyen, la citoyenne peut solliciter son médecin généraliste ou tout autre acteur de santé et puis certains ont des gériatres, pour voir comment ils peuvent effectivement entrer dans l'action de dépistage. D'ailleurs, sur la dernière invitation des 74 ans que les citoyens reçoivent, il est précisé qu'à partir de cet âge-là, effectivement, le dépistage organisé n'est plus indiqué dans leur situation, mais ils sont invités à se rapprocher de leur médecin traitant pour décider de la meilleure stratégie de dépistage dans leur situation selon leurs antécédents et leur contexte personnel et familial. Voilà. Peut-être sur le détail du test, je pense que vous avez une bande vidéo qui va tourner pendant tout ce mois donc, sur Mondor, qui n'est pas très longue en durée, et c'est très convivial, et donc il faut regarder. Honnêtement, le test, moi-même, je l'ai fait, c'est pas compliqué. Beaucoup plus simple que le précédent. C'est beaucoup plus simple que c'était avant. Il suffit juste de mettre un petit papier sur la cuvette pour que la crotte ne tombe pas dans l'eau et que ça ne soit pas mélangé avec le pipi. Et après, vraiment, le mandrin, vous avez peut-être un test sur vous, non? Le mandrin, c'est très simple. Vraiment, c'est une espèce de tige qui entre dans une crotte de sel et on remet la tige sans toucher au bout. Donc, dans le tube, dans l'étui, après, il faut et pas oublier de remplir tout simplement la date et puis coller les étiquettes que vous allez remettre ou que vous envoyez à chaque citoyen de façon à ce que le laboratoire qui reçoit, qui ne connaît pas la personne qui a fait le test, vérifie que le test a été bien fait dans les conditions ad hoc et qu'on n'a pas dépassé la date limite d'utilisation du test, ni la date de la réalisation qui devrait être moins de 7 jours par rapport à la date de prélèvement, enfin de réception de réalisation du test. Et ce qui est important aussi, c'est qu'on a plusieurs personnes qui nous appellent en nous disant que le dispositif de recueil de sel n'a pas été efficace, il s'est trouvé, enfin voilà. Et nous, ce qu'on leur dit, c'est que c'est un dispositif que nous, on envoie, mais qui n'est pas obligatoirement à utiliser. Ils peuvent utiliser un autre dispositif de recueil de sel. Le tout, c'est que les sels ne soient pas en contact ni avec des urines, ni avec des produits javelisés. C'est ça, surtout pas de javel dans le pot de sel. Voilà, mettre exactement. Mais il y a d'autres moyens. Le dispositif n'est pas obligatoire. Voilà, ce dispositif, en tout cas, n'est pas obligatoire. Très bien. Écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là. Un grand merci du coup à Gaël Abissera et Rachel Carole pour la présentation de ce soir. Merci Iraj. Merci à tous. Et puis, écoutez, je vous invite bien sûr à l'équipe qui est à nos côtés, qui s'est beaucoup investie dans les préparations de ces séminaires.
Donc, je vous engage à poursuivre sur des sujets passionnants pendant tout Le ce mois prochain de mars. webinaire, on peut rappeler la Le date? prochain webinaire, donc, qui a lieu le 7 mars à 19h, ça sera à chaque fois à 19h, sur la chirurgie robotique et mini-invasive. Donc, vous allez avoir plein de choses très Il ne faut pas intéressantes manquer ce sur webinaire. comment on opère. Très bien, très bonne soirée à tous. À bientôt. Au revoir. Et